Et pour ce dernier exposé de la session, on va avoir le plaisir d'écouter Patrick Mounet de l'IMS. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de me donner l'occasion de pouvoir un peu vous montrer ce qu'on est capable de faire actuellement en ce qui est imagerie millimétrique et submillimétrique. Et en particulier, je vais me focaliser sur ce qui est un des domaines sur lesquels on travaille depuis quelque temps, qui est donc l'imagerie 3D, donc la tomographie, et également un sujet actuel qui est comment récupérer les informations de la phase lorsqu'on a un système d'éclairement de type plutôt continu ou intensimétrique. Donc ce travail se fait essentiellement à l'IMS, donc un laboratoire du matériau au système localisé sur l'université de Bordeaux. Alors je remercie également mes collègues avant qui m'ont fait vraiment un boulevard pour pouvoir un peu vous expliquer les applications dans le domaine de l'imagerie, puisqu'en fait on va simplement collecter un très grand nombre d'informations sur plein de pixels d'un objet, et puis on va tenter de reconstruire l'objet en 2D ou en 3D, justement en tenant compte des propriétés vraiment spécifiques et originales qu'ont ces ondes millimétriques, en particularité la transparence pour de très très nombreux matériaux. Et donc en fait on fait souvent de la spectro-imagerie que l'on va développer spécifiquement pour des besoins qui peuvent être du contrôle, mais également de l'analyse de matériaux, de nouvelles structures, des domaines biologiques, etc. Donc vous allez voir ici que effectivement on peut appliquer ce genre de technologie dans des domaines divers et variés. Et donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le contexte général. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on est capable de faire en spectro-imagerie actuellement. Et puis, après, je vais me focaliser vers donc des applications vers la vision 3D, avec, dans un premier temps, les utilisations de certains types de sources qu'on a vues, ou que je vais vous présenter, qui sont des sources radar millimétriques, des sources TDS, et puis également avec des sources de type continu, où l'on a une possibilité actuellement de pouvoir générer à peu près n'importe quelle fréquence dans le spectre qu'on vous a montré tout à l'heure, le spectre millimétrique, qui s'étend entre quelques dizaines de gigahertz jusqu'à quelques dizaines de terahertz. Donc le fameux gap terahertz qui existait il y a une quinzaine d'années maintenant, quasiment effacé, et on est capable d'avoir des sources assez efficaces pour pouvoir générer suffisamment d'énergie et l'utiliser pour faire soit de la spectroscopie, soit plutôt de l'imagerie. Et ensuite, on va vous montrer qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a fait des mesures qu'on est capable de restituer. Derrière, il y a tout un suivi et une analyse de traitement des données pour remonter jusqu'à l'information que vous souhaitez mettre en évidence. Et donc, on verra en particulier comment on peut rendre un objet en 3D. Et puis, je donnerai un exemple sur les rendus, et puis également une application sur ce qu'on appelle la squelettisation. Donc là, on tombe dans le domaine du traitement des données et du traitement de l'image, dont la base, c'est les images terahertz. Et puis la deuxième approche va être comment on va mettre au point des expériences qui sont assez classiques en optique, mais comme vous l'avez compris, en terahertz, c'est une autre paire de manches, c'est un peu plus compliqué, et en particulier, comment on va pouvoir récupérer la phase d'un objet lorsqu'on va faire des images de type plutôt diffractive ou holographique. Alors, juste un petit rappel pour la terminologie. Donc, la tomographie, tomo, ça vient d'un mot grec qui veut dire une tranche. Et puis, graphe, c'est simplement la description, l'analyse avec l'information que l'on va venir récolter. Et donc, la tomographie, c'est une expérience, une technique qui va vous permettre de pouvoir obtenir des coupes d'un objet et ensuite de pouvoir les empiler pour faire un objet 3D. Et donc, ces technologies ont vu leurs essors essentiellement au début du XXe siècle, avec l'apparition des rayons X. Donc, on connaît tout la tomographie X, et puis on en a tous eu, j'espère pas trop, mais eu des effets dans le domaine médical. Et donc, la question s'est posée, est-ce que l'on peut mettre en place un certain nombre de moyens, de techniques, pour utiliser les avantages des ondes millimétriques et submillimétriques, terahertz, et donc pouvoir restituer un objet à peu près fidèlement en 3D. Alors, comment on va faire ? Eh bien, il y a
principalement, j'ai sélectionné 3 techniques, il y en a plusieurs. Hein. La première va être basée sur l'utilisation d'ondes continues. Donc là, on a une source qui va permettre de générer une onde monochromatique. Eh bien, on va utiliser, comme dans le domaine médical, on va faire des radios. Donc on va faire des radios, mais sous différents angles de vue. Et donc on va collecter comme ça toutes les projections des objets imagés sous différents angles de vue. Normalement, il y a une petite animation. Donc là, ici, par exemple, vous avez un objet qui est un noyau quelconque. Et donc, on va venir collecter comme ça toutes les projections sous différents angles de vue. Et ensuite, de l'analyse de ces images, de ces objets, on va essayer de reconstruire l'objet en 3D. Donc ça, c'est vraiment la tomographie classique telle qu'on la connaît. La deuxième, c'est d'utiliser déjà une information apportée par le système source. Donc vous avez vu, vous avez des sources TDS. Donc ça, c'est l'illustration numéro 3, ici, où là, vous avez notamment illustré, ça, c'est la reprographie d'une couche de peinture, justement, qu'on voit ici déposée sur un échantillon. Donc c'est fait, effectivement, actuellement, le gros déploiement de cette technologie dans le domaine de l'industrie, c'est effectivement la capacité de pouvoir extraire, sans contact, l'épaisseur d'un multicouche dans des échelles de dimensions qui sont typiquement entre 10 micromètres et plusieurs millimètres si besoin. Donc ici, par un traitement de signal astucieux qui est basé, on le verra, sur l'analyse du temps de vol et sur la connaissance profonde justement de la réponse diélectrique de votre matériau, de pouvoir mettre en place des modèles et de faire le problème inverse pour remonter aux épaisseurs efficaces et ce, si possible, en temps réel pour qu'on puisse effectuellement interagir pour contrer dans le cas où vous avez des problèmes. La troisième technologie, c'est qu'elle utilise des radars, donc les radars que vous connaissez bien sur le bord des routes, ou qui équipent maintenant de nombreux véhicules. Eh bien, on va dédier ou utiliser ces radars ici qui sont à 70 GHz, mais on peut en avoir d'autres qui sont à plus haute fréquence. Et donc, utiliser les propriétés qui permettent d'avoir une maîtrise du temps de vol de l'onde que l'on va envoyer vers un échantillon et dont on va récolter l'écho-retour pour reconstruire ici un objet. Ici, c'est un exemple de différentes acquisitions de type tomographique avec un radar. On a vraiment l'impression que c'est une radio, mais c'est obtenu à 300 GHz. C'est un objet qui a été fabriqué en impression 3D et qui est utilisé actuellement en aéronautique. Alors maintenant, je vais juste vous montrer quelques exemples avec chaque technique. Donc ici, les systèmes TDS, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on vous a bien expliqué un peu le principe. Hein. Vous générez une onde très courte avec une très large bande de fréquence. On va l'envoyer vers un échantillon et puis on va venir collecter l'information qui a été soit réfléchie, soit transmise. Et ensuite, par un traitement de signal avec des modèles analytiques, on va pouvoir reconstruire l'objet. L'avantage, comme on l'a vu, c'est que c'est non ionisant, c'est pas dangereux principalement pour l'objet, mais surtout pour l'utilisateur lorsqu'on est dans le domaine de l'industrie, c'est extrêmement critique. Et puis, c'est extrêmement sensible à la nature des matériaux, à la géométrie, à beaucoup de paramètres. Donc, en sélectionnant un peu dans la réponse, on va pouvoir mettre en évidence. Ici, vous avez par exemple un essai sur un choc qui est un fibre de verre renforcé plastique. Donc, effectivement, d'un point de vue surfacique, on voit très bien le choc, mais ça, c'était pas difficile. Par contre, si vous regardez d'un point de vue transversal, en analysant le temps de vol et en remontant aux épaisseurs, eh bien, on voit énormément de déformations. On voit que le champ de la matière ici a été déformé, donc on peut accéder au champ de contrainte et aux déformations internes. Et puis, ce que vous voyez ici, le nombre de traits, c'est le nombre de plis de fibres de verre qui ont été utilisés et assemblés. Donc, c'est une manip qui est extrêmement sensible et qui vous permet de remonter à la structure interne de manière très propre. Un même échantillon ici, on a mis des défauts, donc on les a interposés à différentes altitudes, on les a également de différentes matières pour essayer de ressembler à des délaminations, des défauts, des présences d'objets. Donc ici, on vous présente ici un peu comme en ultrason, c'est une vue de dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un C-cut. Donc vous voyez la répartition de l'intensité transmise ou réfléchie en fonction de la position de votre scanner. Donc là, c'est un peu long.
on fait se déplacer la source et le capteur le long de la surface avec un pas que l'on choisit. Typiquement, là, il faut une vingtaine de minutes. Et donc, vous voyez que clairement, en sélectionnant un certain nombre de paramètres, comme vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez accès à un très grand nombre de paramètres lorsque vous faites une mesure ponctuelle, eh bien, on est capable effectivement de voir la localisation des défauts de manière assez précise. Et puis maintenant, si on fait une coupe temporelle et qu'on bascule, ici, ce qu'on voit, donc, c'est ce qu'on appelle un B-cut en ultrason. Eh bien, vous voyez exactement qu'on peut localiser de manière très précise les défauts qui ont été insérés à différents plis pendant la fabrication. Et donc, on peut dire effectivement que vous avez un défaut localisé à tel endroit qu'il faut intervenir. Et ce que vous voyez ici, c'est un traitement de données automatisé fait sur ce genre d'objets, dans lesquels, eh bien, on est capable numériquement d'analyser ce volume d'objets et de reconstruire et de segmenter la position de chaque objet en 3D et de le rendre à l'utilisateur si besoin. Deuxième exemple qui se fait, c'est l'utilisation de radars, donc des radars modulés en fréquence. Donc le principe, juste rapidement, vous avez une source souvent électronique, donc actuellement avec vraiment les avancées de cette technologie, en particulier en semi-conducteur silicium, eh bien, on est capable de fabriquer des sources radars intégrées qui coûtent quasiment plus rien, quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros maximum, et qui fonctionnent dans la bande millimétrique et submillimétrique. Donc le principe, c'est d'envoyer une rampe de fréquence qui est maîtrisée. Ici, alors elle est entre ce qui va la caractériser, c'est son taux de répétition, la pente, et puis la fréquence centrale. Donc on a des radars à 100 gigas, 200 gigas, 300 gigas, ça c'est un peu à volonté, sur mesure, j'ai envie de dire. Et donc on va ensuite mettre au point le radar en lui-même. Donc vous avez une source qui va donc balayer en fréquence. On va, avec un système électronique, l'envoyer vers l'échantillon et récupérer l'écho. On va faire le mélange entre ici l'échantillon de référence et le retour, et puis on va obtenir un signal intermédiaire qu'on va pouvoir analyser et qui contient l'information qui est la réponse diélectrique de votre matériau, mais également sa position dans l'espace. Et donc on va être capable de reconstruire l'objet en 3D, on va dire, avec ici les paramètres qui sont la résolution en D, qui dépend essentiellement de votre radar. Donc, il faut que vous ayez un radar qui a la bande de fréquence modulée la plus large possible pour avoir la meilleure résolution. Et puis, la résolution latérale va être donnée par les moyens de l'optique. Alors, quelques exemples pour vous montrer à quoi ça peut servir. Donc ça, c'est un projet qu'on a eu dans le cadre de la maintenance aéronautique. L'objectif était d'essayer de voir si effectivement on est capable d'aller voir derrière une paroi, derrière un mur, sans contact, pour essayer de repérer s'il y a des défauts, et en particulier des fuites d'eau. Donc ce que vous voyez là, c'est des panneaux aéronautiques. Là, vous reconnaissez les fenêtres des hublots. Ici, on a positionné des objets à 30 ou 40 cm derrière. Donc ce sont des tiges optiques avec ici des éponges, une clé à molette. Enfin, vous voyez ce genre d'objet. Et donc, en se positionnant à 50 cm, est-ce qu'on est capable d'aller imager cet objet et de pouvoir le rendre de manière assez propre? La réponse est oui. Donc là, ce que vous voyez, c'est un voyage au fur de la propagation. Donc vous effacez en premier lieu la paroi, et puis ensuite, derrière, eh bien, on arrive par séquençage à voir assez bien d'ailleurs les divers objets. Et puis les éponges, ici, on en avait mis une mouillée et une sèche pour effectivement démontrer qu'il y avait une sélectivité en fonction de l'hygrométrie, et donc la présence de fuite, puisque c'est un peu l'objet. Donc, techniquement, on a des moyens comme ça d'aller voir derrière des parois sans contact et de pouvoir faire un peu d'analyse. Alors voilà à quoi ça ressemble le radar intégré avec toutes ces pièces. C'est quelque chose qui peut être très compact. Alors également d'autres applications qui sont actuellement en cours d'évaluation et même pourquoi pas en déploiement. Dans l'aéronautique, hélas, il y a beaucoup de matériaux carbonés
c'est pas tellement notre ami dans les ondes millimétriques, mais il reste quand même des points clés. En particulier, c'est les radomes, hein, donc tout ce qui est le nez d'avion, qui a plusieurs fonctions. Et donc l'idée, c'est d'aller voir effectivement le contrôle santé lorsqu'il y a des chocs ou lorsque ça vieillit. Et donc, ce que vous voyez là, c'est une image à 300 GHz dans laquelle on est capable de voyager au sein de l'épaisseur de la matière. Ici, vous avez des scotch métalliques qui ont été déposés sur la face avant et sur la face arrière. Vous voyez qu'on arrive très bien à les résoudre de manière sans contact. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut remonter aux propriétés diélectriques et vérifier si effectivement elles sont conformes au cahier des charges initiaux. La deuxième, vraiment le deuxième champ applicatif qui va aller, je pense, de plus en plus dans le déploiement sur l'industrie, c'est le contrôle d'épaisseur sans contact. Donc on l'a vu dans le cas des peintures de voitures, c'est qu'actuellement quasiment tous les constructeurs s'équipent de plus en plus de systèmes pour le contrôle en direct sur les chaînes de montage. Ici, vous avez des contrôles d'épaisseur avec des radars. Effectivement, la résolution transversale est moindre, mais vous voyez qu'on arrive tout à fait de manière très bonne à résoudre ici ce masque de phase qui est fabriqué avec un polymère transparent. Et donc, on est capable de pouvoir bien analyser les épaisseurs avec une calibration initiale, bien sûr. Ici, dans le cadre de la pharmacologie, l'objectif, c'est de contrôler, une fois que tout est empaqueté avec les médicaments dedans, pas la nature chimique, parce qu'on est à des fréquences qui sont trop basses, mais ici, c'est la présence ici de la notice dans la boîte. Vous avez interdit de vendre des produits s'il n'y a pas la notice, donc il faut vérifier si la notice est bien présente en fin de chaîne. Donc effectivement, ça c'est un radar à 100 gigas qui coûte 200 € que l'on déploie, et donc vous voyez que la résolution en profondeur permet de voir les différentes couches. On voit qu'ici, on a enlevé un médicament, on le voit très bien. Et puis au départ, ici, ce que vous voyez là, c'est la notice, et donc de bien vérifier qu'elle est dedans. Donc l'imagerie, ça a l'air simple, mais en réalité, c'est pas simple du tout, en particulier parce que les sources que l'on dispose sont généralement peu puissantes. Les faisceaux que l'on génère, on a du mal à les contrôler parce qu'on les voit pas. On n'a pas de capteurs qui vont bien pour pouvoir les étalonner comme il faut. Et donc, si on veut développer des techniques en temps réel, on va devoir mettre en place souvent des moyens d'éclairage pour optimiser et égaliser l'éclairage sur tout votre échantillon de manière homogène, de telle sorte qu'on puisse le reconstruire de manière propre. Donc ici, par exemple, c'est un échantillon de polypropylène qui est extrêmement inhomogène en épaisseur en tout cas. Et ce que vous voyez ici, c'est un éclairage qui est séquentiel. Donc on va venir éclairer avec des miroirs galvanométriques différentes zones de l'objet que l'on va ensuite réintégrer et reconstruire comme il faut pour pouvoir rendre l'objet de manière le plus fidèle par rapport à ça. Et chaque partie ici va être optimisée en fonction de la puissance que vous avez, des systèmes optiques que vous voulez générer, de l'homogénéité. Donc on peut générer facilement un certain nombre de patterns d'éclairement que l'on va ensuite générer pour, au final, rendre ici une image d'absorbance qui est quand même assez jolie, extrêmement bien résolue. Donc ça, ce sont des systèmes qui fonctionnent à 2,5 THz avec des QCL. Et donc, on a des résolutions ici qui sont quand même assez bonnes et qui rendent bien l'objet tridimensionnel avec ces nombreux marques et écrits sur l'impression qui a été faite. Alors maintenant, je vais repasser sur l'aspect 3D avec des sources continues. Donc là, c'est vraiment la tomographie, style tomographie médicale. Donc le principe, je vous le rappelle. Donc on a un objet, on va venir l'éclairer sous différents angles de vue. De ces différents éclairements, on va en extraire ce qu'on appelle un sinogramme, c'est-à-dire que tranche par tranche, on va avoir la répartition de l'intensité transmise en fonction de l'angle. Donc voici ces sinogrammes en sélectionnant des paramètres que l'on peut choisir qui sont très nombreux. Donc si on a une source continue, on n'a que l'intensité. Mais si vous le faites avec un TDS, vous avez l'amplitude, la phase pour toutes les fréquences présentes dans le spectre. Donc vous avez une quantité d'informations qui est gigantesque.
Ensuite, eh bien, on va donc par calcul inverse reconstruire ici une image d'amplitude ou une image de phase par transformée inverse, et ensuite par projection, on va reconstruire votre objet en 3 dimensions et pouvoir le restituer en faisant des racollements. Alors évidemment, il y a des gros écarts par rapport à la propagation des ondes rayons X et par rapport à ce qu'on a vu avec nos ondes millimétriques. Donc en particulier, on va être extrêmement sensible à l'indice, à la réfraction, à l'absorption. Ça va rajouter beaucoup d'artefacts. D'un point de vue technique, il va falloir optimiser la taille du réseau de pixels que vous voulez en fonction de la taille de l'échantillon, en fonction de la résolution, en fonction de la longueur d'onde. Vous pouvez avoir des zones mortes qui ne sont pas éclairées. Tout ça, il faut en tenir compte. Vous avez également une absorption qui est non égale sur l'intérieur de votre pixel en fonction des angles de vue. Donc tout ça, ça va rajouter des contraintes et ça va diminuer fortement la résolution lorsque l'on va vouloir reconstruire un objet. Mais quand même, on va voir que en moyennant quelques hypothèses, on peut quand même faire des choses assez sympathiques. Donc voici un exemple. Ici, c'est un objet que vous avez peut-être déjà vu dans votre vie. C'est un tube PVC pour faire des raccords à l'extérieur. Il est éclairé ici à 300 GHz. Donc vous voyez l'ensemble de toutes les projections. Et donc de cet ensemble de toutes les projections, eh bien, on va pouvoir reconstruire ici par une approche de transformée de radon inverse assez classique, de manière assez fidèle dans ce cas-là, votre objet en 3 dimensions. Donc ça, c'est historiquement les premières approches de reconstruction inverse. Il y a maintenant une multitude de moyens numériques pour reconstruire au mieux un objet en ayant comme base de départ un modèle mathématique d'absorption et une base de matrice 3D de données au départ, en particulier des méthodes itératives qui sont de plus en plus efficaces. Donc j'en ai listé quelques-unes et puis on verra leurs avantages et leurs inconvénients. Vous avez tout ce qui est algébrique reconstruction technique. Et puis ici OSC, donc qui est une méthode de convergence convexe pour essayer de trouver et de converger vers le minimum local qui va nous donner la meilleure solution. Alors quelques exemples pour illustrer justement les limitations de certaines techniques. Donc là ici vous avez un magnifique objet quotidien, donc une pince en plastique de mon fils. Ici, vous voyez les images donc acquises sous différents angles. Donc là, on va essayer d'optimiser le nombre de projections nécessaires jusqu'à atteindre la résolution raisonnable, le temps d'acquisition, le maillage, effectivement. Et puis, une fois que vous avez toutes ces données, les codes numériques, leurs avantages, leurs inconvénients, en fonction de la façon dont les données sont traitées. Donc la première, la BFP, ici, elle est très efficace si vous avez un très grand nombre de projections. Donc si vous avez en radio, par exemple, médical, où on fait une acquisition tous les demi-degrés, ça va, vous avez un grand nombre de données, c'est propre, et on reconstruit proprement avec ce type d'approche. Ici, vous voyez que lorsqu'on a un nombre restreint, vous avez un très grand nombre d'artefacts qui sont connus, qu'on appelle les artefacts de Strie, ici, et qui sont typiques ici de la reconstruction par BFP. Et donc, lorsque vous allez reconstruire votre objet en 3D, il va être pas beau, puisque ça va compter comme une information valide, alors que c'est complètement numérique. La deuxième approche SART donne de meilleurs résultats. Alors oui, j'ai pas présenté, mais là, ce que vous voyez là, ce sont des coupes, évidemment, à différentes hauteurs. Donc une en plein milieu du manche. Ici, c'est une au niveau de l'artefact, la partie métallique ici, donc qui va réfléchir quasiment tout le signal. Donc ça va amener pas mal de défauts.
et puis une autre un peu plus bas, ben, peu importe. La deuxième ici, vous voyez que quand même la reconstruction est de meilleure qualité. Il reste quand même quelques défauts, justement lorsqu'on va s'approcher de cette zone-là qui va induire un certain nombre de mauvaises convergences numériques parce que justement le métal va faire que l'information est perdue et donc lorsque vous allez reconstruire autour, eh bien ça va mener ce genre de mauvaises informations. Et puis la dernière ici, OSC, je vous renverrai vers les articles si vous voulez, permet dans tous les cas à peu près de limiter un maximum ces artefacts et d'être relativement fidèle lorsque vous voulez reconstruire. Alors, ce que fait ce modèle OSC qui a été amélioré, il tient compte de deux effets. La propagation gaussienne de l'onde terrestre par rapport à l'onde de type rayons X, qui est pris en considération et donc qui va être déconvolué des données initiales. Et puis, également un modèle d'absorption qui a été amélioré, de telle sorte qu'on puisse effectivement extraire comme il faut l'information locale au niveau du voxel. Donc ici, ce que vous avez, vous avez également un objet en polymère. Ici, les différentes projections. Ça, c'est le modèle normal. Ici, c'est le modèle qui tient compte de la propagation gaussienne. Et puis, donc, si on fait la différence, voici ce qu'apporte justement comme artefact ce genre de choses. Je vais accélérer. Ensuite, vous avez un traitement de données qui est extrêmement poussé, de telle sorte qu'on puisse faire de la segmentation, de la reconstruction, de l'étiquetage de chaque zone présentant les mêmes propriétés, pour pouvoir la reconstruire en 3D et enlever, par exemple, ici autour, les zones et d'artefacts et ne conserver vraiment que les zones en fonction de l'énergie ici qui a été absorbée. Un raffinement supplémentaire a été fait par ce qu'on appelle la squelettisation. Donc, une fois que vous avez chaque voxel, chaque zone d'intérêt, qu'on va les reconstruire en 3D, eh bien, on peut essayer d'en extraire donc le squelette. Donc, voilà le squelette du cheval dans ce cas-là. Il reste plus grand-chose. Eh bien, effectivement, donc c'est d'un point de vue numérique, on va prendre chaque volume, on va l'éroder jusqu'à temps de trouver en gros le point de barycentrique. Et puis également, on va donner son plan tangent avec l'orientation de la normale pour reconstruire vraiment en 3D comment se déplace ce point-là dans l'espace. Et puis, on va mettre aussi en même temps une fonction qui va pouvoir hiérarchiser à chaque fois que vous arrivez sur des fourches, de telle sorte à pouvoir reconstruire. Alors, juste une petite image parce que c'est assez joli. Donc, voici une acquisition d'images en 3D. Donc, vous avez ces feuilles qui sont relativement bien transparentes à 2 THz. Voici les sinogrammes extraits de toutes les projections. Donc, ici, la reconstruction en 3D avec les différents modèles. Ici, voici les voxels centraux des zones d'intérêt et derrière ici, donc l'architecture 3D du squelette de la feuille ou d'une feuille qui a été présentée. Grâce à cette acquisition temps réel et ces sources puissantes, on fait l'acquisition en moins de 10 secondes alors qu'il nous fallait quelques jours, pour pas dire quelques semaines avant. J'ai plus beaucoup de temps parce que j'étais très bavard. Je vais juste vous dire quelques mots sur la récupération de la phase dans les sources continues. Donc ici, l'idée, c'est de, voilà, lorsqu'on a, on s'est inspiré des techniques d'optique, hein, on n'a rien inventé, comment par l'utilisation, on peut remonter à la phase de l'objet par des techniques soit de phase retrieval, soit des techniques d'holographie. Donc ça demande un certain nombre de mise en place numérique. Et comment on peut adapter ça d'un point de vue expérimental pour les ondes millimétriques. Donc les différentes configurations, hein, elles sont classiques. Vous avez en continu, où on va venir acquérir l'image diffractée dans plein de plans, et avec ces images-là, d'intensité, de diffraction, on va essayer de reconstruire l'objet ici initial. On peut faire ça soit en transmission, soit en mode réflexion. La technique, elle utilise ce qu'on appelle le SBMIR, donc je vous laisse l'acronyme ici. Donc l'idée, c'est simplement assez classique, hein, comme en optique. Vous faites une hypothèse au départ sur
une intensité, une amplitude ici, puis on met la phase à 0, puis on va projeter, on va faire propager sur les différents plans de la mesure ici l'onde diffractée, et puis on va substituer l'amplitude avec l'amplitude mesurée, on va conserver la phase, on va faire de nombreux allers-retours jusqu'à temps converger et essayer d'obtenir au final une image la plus résolue possible. Alors, quelques exemples. Ici, voici par exemple à quoi ressemble une image diffractée à 300 gigas. Bon, on reconnaît rien. L'objet ici, c'est un shuriken métallique où vous avez ici des logos qui sont gravés. Voici la reconstruction ici, l'amplitude et la phase. Donc, principalement, toute l'information est portée sur la phase. Donc, effectivement, c'est là qu'il faut se focaliser. Et donc, derrière, vous avez des techniques de reconstruction pour améliorer. Donc, bon, je rentre pas dans le détail. Au final, vous obtenez une image qui est, lorsqu'on la compare, ça c'est une image qu'on obtient par des techniques d'imagerie normale en réflexion terahertz, et ici l'imagerie diffractive obtenue par phase retrieval, on arrive à passer presque au niveau de la longueur d'onde et en dessous en termes de résolution. Et donc là, on est à 300 GHz et on a ici des résolutions, vous voyez, assez nettes. Ça, ce qu'on voit là, c'est une coupe transversale au niveau du mot chinois qui a été. J'ai eu peur. Je termine avec maintenant une source très puissante qui génère beaucoup de photons, une caméra à temps réel. Eh bien, ça nous a sauvé la vie. Au lieu de mettre 2 semaines à faire une image, on va la faire en quelques secondes. Ici, les objets que vous voyez sont des objets en polymère avec le détail ici. Et là, on est capable de faire donc maintenant quasiment de l'imagerie en temps réel. Donc, différentes stratégies sont mises en œuvre maintenant pour essayer d'améliorer la reconstruction. Donc ici, on fait de l'acquisition en temps de vol, on fait du stop and go également, de l'acquisition. Et voici un exemple également d'imagerie diffractive, donc du logo obtenu à 2 Tera 5. Et puis derrière, la mise en place de reconstruction numérique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Vous voyez qu'on arrive quand même à reconstruire l'objet de manière très fidèle. Et si vous aviez une conclusion actuellement, donc plusieurs algorithmes existent pour essayer de reconstruire la phase d'un objet dans la bande millimétrique. Il y en a beaucoup. Nous, on s'est principalement focalisé sur l'algorithme SBMIR. Et puis donc là, ce sont des techniques qui permettent soit de choisir des plans de diffraction de manière chaotique, on va dire, de telle sorte qu'on puisse remélanger l'information à chaque fois qu'on va faire des stop and go pour essayer de reconstruire l'objet. Le deuxième, c'est un système de résolution automatisé à ce niveau-là, qui permet de remonter à peu près à la même résolution que si on devait utiliser tous les plans de diffraction que l'on a en disposition. Au final, je voulais remercier également tous mes collègues de l'IMS, mes collègues de l'université de ITMO, en particulier Nicolas Petrov, qui nous a bien aidés pour tout ce qui est reconstruction, l'ANR qui nous finance dans le cadre d'un projet Hipster, et puis, bon, il y a un certain nombre de, comme on l'a dit, d'industriels qui vendent beaucoup de systèmes. Donc, TerraView, c'est aussi un des premiers qui a vendu les TDS, et donc qui sont toujours très stables et de très bonne qualité, tout comme ceux des autres partenaires. Hein. On va retrouver des sociétés qui commencent à émerger en France. Donc, vous avez la société Optican qui intègre des solutions pour l'industrie, Lightid également qui intègre et qui fabrique des sources QCL, des sources millimétriques, et puis Noctilio qui s'est focalisé sur le traitement des données 3D de toute nature, et en particulier les ondes millimétriques. Et je vous remercie pour votre attention. On prend le temps pour une toute petite question. J'ai été très bavard. Tu l'as dit, mais c'est quelle technologie la caméra? Alors, ce sont des microbolomètres, je ne l'ai pas dit. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait 3 ou 4 sociétés qui vendaient des caméras millimétriques.
dont une société française, I2S, qui en fait vendait les capteurs fabriqués et élaborés par le CEA Leti. Bon, ils ont arrêté la distribution de cette caméra. Donc actuellement, il n'y a plus qu'une seule caméra qui existe, c'est une caméra Inno canadienne qui sont des microbolomètres, mais en fait plutôt optimisés pour l'infrarouge, on va dire, infrarouge. Donc ils sont un peu dédiés parce qu'ils rajoutent des résonateurs intégrés pour pouvoir optimiser les rendements, et puis un absorbant devant aussi, un absorbant terahertz pour faire chauffer localement. Et donc c'est actuellement une des rares caméras en technologie microbolomètre. Après, vous avez d'autres fournisseurs qui vendent des caméras, mais pas du tout dans les mêmes configurations. Des caméras silicium qui sont basées sur des technologies CMOS. Et donc là, on va trouver des petits capteurs intégrés, mais qui font 1 ou 2 mm de surface. C'est pas la même chose que d'avoir un capteur qui fait 2 cm². Merci. Bon, s'il y a d'autres questions, je suis déjà allée faire la pause. Et je voudrais remercier encore une fois Patrick, Merci. Romain et Juliette pour nous exposer. Merci beaucoup.